Voilà, il est 10h45. Je vous propose de commencer cet atelier, ce troisième atelier. Il y en aura un conçu de la même manière cet après-midi. On va être entre nous de 10h45 à 11h45 pour parler de création d'entreprise quand on est doctorant, quand on est jeune docteur. C'est une question qui est portée de plus en plus. On le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On voit des campagnes de publicité aussi, notamment poussées par BPI France, sur la possibilité qui est ouverte aux jeunes docteurs de créer leur boîte. Comment on le fait, avec qui on le fait, dans quel cadre. Alors, on ne pourra pas faire le tour de toutes ces questions en une heure, mais l'idée, c'est d'acculturer, bien sûr, de poser les bases de ces échanges, de ces questionnements, au cours donc de 2 ateliers. Le premier atelier va se tenir maintenant, et cet après-midi, l'atelier sera organisé à partir de 15h jusqu'à 16h. Nous sommes avec Barbara Prudhomme et Yvonique David. Je vous présente rapidement. Bonjour. Barbara Prudhomme, vous êtes chargée de mission à Pépite Bretagne-Loire. Vous aurez l'occasion de revenir sur cette structure dans quelques instants. Ingénieure pédagogique de formation, après un parcours dans la coordination événementielle, Barbara Prudhomme, bonjour, a rejoint Pépite Bretagne-Loire, le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Elle coordonne le statut étudiant-entrepreneur sur le campus de Rennes en animant la communauté des étudiants entrepreneurs, en sélectionnant les mentors et en construisant des programmes d'accompagnement adaptés. Je vais vite. Dans cet atelier, Barbara présentera notamment le dispositif étudiant-entrepreneur auquel les doctorants peuvent avoir accès et questionnera vos représentations de l'entrepreneuriat, chers participants, à ce webinaire. Et vous êtes... Bonjour Xavier, je ne sais pas si j'ai dit bonjour à Xavier, ça y est, c'est fait. On sera également dans cet atelier avec Yvonique David. Bonjour Yvonique, responsable des Bonjour à vous tous. participations à la SAT West Valorisation, après avoir été notamment directeur de Systentia, un éditeur de solutions combinant cybersécurité, virtualisation d'applications et intelligence artificielle. Yvonique a été responsable du centre de formation doctorale en France de IT Digital, une initiative européenne destinée à stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat en Europe. Il a rejoint depuis un an la SAT, la société de transfert de technologie, d'accélération de transfert de technologie West Valorisation. Dans cet atelier, il reviendra sur l'intérêt qu'il peut y avoir en tant que jeune chercheur, justement, à identifier les idées développées au cours de sa thèse, qui sont autant d'actifs, sources d'innovation. Je dis ça avec mes mots. Il présentera le rôle d'accompagnement que la SAT peut proposer aux jeunes chercheurs dans ce cadre. Voilà pour le petit pitch de présentation. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Pendant une heure, on va parler de création d'entreprise quand on est, et d'entrepreneuriat quand on est docteur et même doctorant. Je donne la parole à Barbara Prudhomme, donc chargée de mission Pépite Bretagne-Loire, pour quelques conseils peut-être. Ok. Est-ce que Mathieu, tu peux me nommer animateur pour le partage d'écran pour diffuser la presse? Bien sûr, je pensais l'avoir fait. Hop. Alors, Je me dis que... voilà, c'est bon. Pardon pour ce petit oubli, Pas de Barbara. souci. Vous pouvez partager maintenant vos slides pour pouvoir nous présenter donc notamment Pépite Bretagne. On voit bien la slide en tout cas, ça c'est bien. Oui, c'est bon, ça Super marche. slide d'ailleurs. Très propre. On sent l'habitude de présenter ces sujets. Alors ça, vous dites merci à Teams et Office 360 qui vous font des modèles tout faits. Donc ça, c'est un petit conseil. Voilà, si vous êtes amené à faire des prêts, n'hésitez pas à utiliser ça. Enfin, vous avez l'impression d'être graphiste, mais c'est pas du tout ça. On vous écoute, Barbara. Alors, est-ce que vous voyez du coup en mode plein écran ou pas? C'est pas grave. Non. Hop, je mets juste. Voilà. Bonjour à tous. Donc, merci Mathieu pour l'introduction. Donc, voilà, moi je suis Barbara Prudhomme, donc je travaille au sein d'un Pépite. Du coup, un Pépite, Mathieu l'a expliqué, donc c'est un pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. On est un service public. On agit pour toutes les universités et écoles de Bretagne qui sont membres fondateurs du coup de nos Pépites.
Les pépites, c'est aussi, du coup, on est organisé en réseau national. Donc, il y a 33 pépites partout en France et en Outre-mer. Donc, si vous êtes amené aussi plus tard à avoir une mobilité, je ne sais pas, par exemple Marseille ou Lyon, donc sachez qu'il existe du coup des pépites sur les différentes villes universitaires. On a trois missions principales. La première, donc, c'est le développement de la culture entrepreneuriale des étudiants. On est beaucoup appelé au sein des établissements pour venir échanger avec les étudiants et les enseignants sur ça veut dire quoi entreprendre, qu'est-ce qu'on met derrière le terme entreprendre. Ce n'est pas forcément que la création d'entreprise, l'entrepreneuriat. Ça regroupe plusieurs choses, plutôt un état d'esprit. Donc, voilà, on fait beaucoup d'actions de sensibilisation dans les établissements. Notre deuxième mission principale, c'est l'accompagnement des étudiants ou jeunes diplômés qui ont un projet de création d'entreprise et qui veulent du coup le développer. Et pour cela, du coup, on développe des liens entre le milieu académique et le monde socio-économique. Ce que je vous propose du coup juste en introduction avant après d'entamer un peu les échanges et de répondre à vos questions, c'est de zoomer du coup sur un dispositif qu'on coordonne qui est le statut étudiant entrepreneur. Donc c'est un accompagnement pour les étudiants et jeunes diplômés de moins de 3 ans. C'est un dispositif qui a été mis en place par l'État en 2014 pour répondre à 2 problématiques. La première, c'était quand on est étudiant et qu'on a en parallèle un projet de création, on n'est pas forcément, on va dire, accompagné et reconnu dans notre établissement pour le faire. C'est un peu comme le parallèle avec les sportifs de haut niveau, si vous voulez, quand on fait du bénévolat quand on est à l'université ou dans une école, on n'a pas forcément de temps ou de reconnaissance pour ça. Et le deuxième constat, c'était on finit nos études, on n'a pas assez cotisé par exemple pour le chômage et du coup on veut continuer à développer notre projet de création d'entreprise, mais on est la case autre, on va dire, dans la société. Et donc ce statut donc, d'étudiant entrepreneur qui a un statut social et pas un statut juridique permet du coup de redevenir étudiant mais sur son propre projet. Donc voilà, vous êtes étudiant entrepreneur, vous êtes en formation avec Pépite pour développer votre projet de création d'entreprise. Et donc ça donne... alors je vois que, je ne sais pas sur les conversations, tu regardes du coup Mathieu Ah oui, d'accord, ok. Donc une fois que vous avez donc ce statut-là, donc cet accompagnement-là, donc on propose, c'est un accompagnement qui vous permet plusieurs choses. Le premier, c'est du coup d'avoir un suivi de votre projet, donc d'avoir une personne ressource dans l'équipe Pépite qui va vous suivre de A à Z sur votre projet, savoir où vous en êtes, comment ça avance. Chaque étudiant ou jeune diplômé qui a ce statut-là a ce qu'on appelle un tuteur ou un mentor ou un coach, ça dépend comment on les appelle dans le milieu. Mais c'est quelqu'un qui va vous suivre aussi durant l'année sur votre projet de création. Donc, c'est quelqu'un qui peut être soit issu du milieu dans lequel vous développez votre projet. Je ne sais pas si vous voulez travailler sur... vous avez un projet en lien avec le recyclage, peut-être que du coup, votre mentor, ça va être quelqu'un qui va être issu d'une association en lien avec le recyclage ou quelqu'un qui travaille dans une collectivité qui est spécialiste du coup de cette question-là. Mais le mentor, ça peut être aussi quelqu'un qui, je sais pas, Attention Barbara, on ne vous entend pas toujours très très bien Barbara. Ah, c'est mon ordinateur. Je vais parler un peu plus près. Ouais, merci. Donc, au niveau du mentor, ça peut être aussi quelqu'un qui a une spécialité dans l'accompagnement, la partie business ou la partie marketing, parce qu'en fonction des études ou de votre parcours académique, vous n'avez pas forcément eu l'occasion du coup de travailler, je ne sais pas moi, la partie communication ou business d'un projet. Donc, le mentor peut être là pour ça. On propose aussi, dans le cadre de ce statut-là, un accès à un espace de coworking et aussi des bureaux. Donc, nous, actuellement, le Pépite, on est basé je parle pour le campus de Rennes, on est basé au pôle numérique de Beaulieu. Donc, mais il y a aussi un espace de coworking sur le campus de Vigan. Et l'idée, c'est qu'il y ait aussi de plus en plus d'espace au sein des établissements pour que les étudiants puissent travailler sur leurs projets. C'est un statut aussi qui vous permet de participer à des ateliers et des événements en lien avec l'entrepreneuriat. Donc, on a un panel d'ateliers qui se déroule
durant l'année. Le prochain est sur la méthodologie de projet en novembre. On met en lien du coup avec les différents acteurs. Si par exemple, je ne sais pas moi, vous avez une question sur, voilà, je sais pas, par rapport à mon dépôt de brevet, qui je pourrais contacter, et ben nous, on a le 06, on va dire, d'une quelqu'un de l'INPI qu'on peut vous donner et qui est au courant du coup que voilà, il y a une attention particulière à donner quand on est étudiant entrepreneur. Et la dernière chose, c'est qu'on propose du coup un diplôme d'étudiant entrepreneur. Donc, c'est une formation où vous êtes accompagné du coup sur votre projet. C'est une formation en 2 temps. La première, donc, elle dure du coup, c'est de novembre à février. Vous avez 14 modules, donc c'est plutôt sur la partie émergence, sur comment on fait pour passer de l'idée au projet. Et la deuxième, donc, est plutôt de mars à juin. L'objectif, donc ça s'appelle le point de starter, c'est premier client, premier produit. Donc, voilà, l'idée, bon, ce n'était pas que vous connaissiez par cœur ce que fait Pépite et le statut entrepreneur. Voilà, j'essaie de faire court. L'idée, c'est plutôt d'avoir des échanges ensemble. Avant de vous parler du coup d'un projet, donc je vais vous mettre le lien dans le chat. Je voulais du coup vous proposer, donc, afin d'échanger vos questions, du coup, c'était déjà vous avoir votre présentation sur si vous deviez du coup définir un peu ce qu'il y avait un lien entre un doctorant et un entrepreneur, qu'est-ce que ça serait. Donc pour ça, du coup, il y a le lien Klaxoon que je vais vous mettre. Alors, attendez, je désactive le partage d'écran. Je ne sais pas si Mathieu, tu avais la slide et tu pouvais le. Voilà. Je vous le mets dans le chat. On n'entend pas, Mathieu, ton micro est coupé. L'erreur de débutant, pardon. Si tu peux peut-être copier-coller le lien que tu as dans ta slide pour la mettre dans le chat, comme ça on va pouvoir ensemble répondre à ces sujets et à ce petit sondage qui est effectivement bienvenu. Et il faut que je désactive le partage. Voilà, donc pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous venez d'entendre Barbara Prudhomme, chargée de mission Pépite à Bretagne-Loire, une petite présentation du format, enfin de l'accompagnement étudiant-entrepreneur. Par contre, tu l'as mis. Voilà. J'ai renvoyé à tout le monde. Voilà, donc là, vous avez un lien dans le chat qui vous a été poussé par Barbara et on vous propose, en ayant juste mis un petit pseudonyme et après avoir coché la case « J'ai lu, j'accepte les conditions générales d'utilisation », de rejoindre ce questionnaire. Barbara, je parle sous ton contrôle. Quel est le lien entre un docteur et un entrepreneur? Alors moi, j'ai cliqué sur « Participer ». Est-ce que tout le monde, du coup, a accès au Klaxoon? Est-ce que tout le monde... Alors, non. Dorian dit « Je ne vois pas le lien ». Éléonore non plus. Alors, le lien... Il est juste au-dessus. Alors, mais c'est vrai que ça dépend si on s'est connecté plus tard. Alors, alors après, sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser le Klaxoon si c'est trop compliqué. Voilà, non, mais on peut utiliser le Klaxoon. Je vais remettre le lien à tout le monde. En fait, le lien a été envoyé au conférencier uniquement. Pardon. Voilà, excusez-moi. Voici le lien envoyé aux conférenciers et aux participants. Excusez-moi, pardon. Pauline, Rodrigo, Rukia, Sarah, Pascal, Emmanuel. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien. Anaïs, Dorian, merci beaucoup d'être avec nous. On va jouer 5 minutes, un peu plus peut-être, avec Barbara qui vient nous présenter le statut étudiant-entrepreneur. Et on va voir un peu voilà, ce que vous pensez des rapprochements possibles entre entrepreneuriat et doctorat, si je comprends bien. C'est ça. Donc, la question, du coup, qui est sur le Klaxoon, c'est voilà, quel est le lien entre un docteur et un entrepreneur? S'il y avait un lien à faire, qu'est-ce que vous pourriez en dire? Et voilà, est-ce que vous pensez que c'est compatible ou pas? Et est-ce que voilà, quelles sont vos représentations autour de ça? Et donc, échanger là-dessus. Donc, je ne sais pas, donc, est-ce que tout le monde connaît je ne peux pas me connecter au board, le nom de ce board a été atteint. Okay. Ah, donc c'est peut-être parce que peut-être que ce board-là, je ne maîtrise pas Klaxoon dans sa globalité. Je vois que c'est que 10 participants. Okay. Alors, ah, zut, dommage.
Je ne savais pas ça. Désolée. Eh ben, c'est pas grave. Il y en a 10 qui pourront participer. Moi, je me suis déconnecté et puis je te propose de passer les questions également On à peut l'oral. faire du coup aussi via le chat si vous voulez, comme ça, du coup, on aura peut-être tout le monde pourra y participer. Je ne sais pas du coup. Alors, allez-y, qui se lance du coup sur quel est Alors, le lien entre un docteur et un entrepreneur? Donc, la question, c'est quel lien entre docteur et entrepreneur? C'est ça. Elle est posée comme ça, la question. Elle est posée, voilà. Si vous deviez trouver un lien entre le docteur, un profil docteur et un profil d'entrepreneur, est-ce qu'il y en a un? Oui, non. Et sinon, pourquoi? Et si oui, pourquoi? Alors, Alors, Emmanuel, on a l'expertise sur un sujet. D'accord, ouais. Preneur de risque, on se lance dans quelque chose, on ne sait pas si ça va marcher. D'accord, ouais. Donc, c'est de dire aussi la prise d'initiative, la gestion du risque, l'innovation. innovation de Juliette. Ça fait pas mal Oui, déjà. c'est déjà pas mal. Continuer, du coup, est-ce qu'il y a d'autres gestion de projet. Gestion de projet, ok. Super. La notion de projet, de problématique. Avoir une idée innovante. Je vais les noter en même temps, puis du coup, je vais essayer de faire un résumé par rapport au sujet innovant. Ok. Je vais remettre, du coup, si vous voulez, en attendant mon partage d'écran. Alors après, on a donc aussi un nouveau message donc, qui est sur l'innovation. Après, transmission de connaissances entre recherche. Alors, ça va trop vite. Transmission de connaissances entre recherche et entreprise. Le docteur produit de la connaissance, des outils modèles qui peuvent devenir des produits et des services. Tout à fait d'accord. Convaincre de l'intérêt de ses idées. La prise de hauteur sur un sujet pour apporter des solutions à des clients dans une activité de conseil. L'inventivité, le goût de l'aventure. Les deux sont persévérants et ont des intuitions. Donc là, j'ai l'impression quand même que parmi ceux qui sont connectés, vous avez du coup un peu tous l'impression qu'il y a un lien entre le profil docteur et le profil d'entrepreneur. Ce que je vous propose, c'est que je puisse vous repartager mon écran et je vais vous illustrer du coup une slide par rapport à ça. Je regarde juste du coup. Alors, attendez, je repartage mon écran. Je n'arrive pas à lire dans le chat et partager mon écran en même temps. Alors, Est-ce que vous voyez mon écran? moi, je vois l'écran et je peux commenter du coup les remarques Je veux bien, Mathieu, d'Anaïs. parce que Voilà. du coup, je Donc, n'arrive pas. Anaïs nous dit par exemple, difficile aussi selon le domaine d'avoir une application. Dorian dit, un docteur a une vision approfondie sur un domaine et il y apporte une valeur ajoutée par ses travaux de recherche. Cela peut aboutir à un dépôt de brevet. Pascal ajoute que le point commun entre les doctorants, les docteurs et les créateurs d'entreprise ou les entrepreneurs, c'est que les deux sont persévérants et ont des intuitions. On parle avec Dan de l'inventivité, du goût de l'aventure. Merci Mathieu. Donc, ce que je vous propose, c'est, avant aussi de passer aux questions, c'est d'illustrer un peu ce que vous avez pu du coup échanger par rapport à cette question de est-ce qu'il y a un lien entre le profil docteur et le profil d'entrepreneur. Moi, je voulais prendre du coup un exemple. Je trouve que c'est plus parlant aussi quand on prend des exemples. C'est l'exemple de Jean Cos, donc, qui a eu le statut étudiant-entrepreneur. Lui, il a développé en fait un laboratoire portable pour mesurer la qualité de l'eau, de l'eau de pollution des rivières. C'est un étudiant du coup c'était un doctorant, voilà, qui est venu nous voir en fait au démarrage, qui avait du coup voilà capitalisé un peu sur ses travaux de recherche et donc qui a suivi le parcours étudiant entrepreneur, qui a fait le diplôme d'étudiant entrepreneur. Et tout ça pour vous dire que
c'est quelqu'un qui a réussi après à créer son entreprise. C'est un peu tout ce que vous avez noté aussi sur les doctorants. En fait, l'entrepreneuriat, c'est souvent, il faut penser, avant de penser la solution, il faut penser au problème. Il faut, si vous avez une idée de création d'entreprise, il faut d'abord vous interroger sur à quel problème je réponds, quel est le besoin. Et du coup, il faut que vous enquêtiez sur ce problème, sur ce besoin-là. Donc, que vous fassiez du coup un travail de recherche, des enquêtes terrain, que vous allez interroger la cible qui est concernée par le problème. Et tout ça, c'est une méthodologie, on va dire, qu'on apprend quand on veut créer notre entreprise. Et c'est une méthodologie que les doctorants apprennent aussi et qui ont déjà dans le fait de recouper des données techniques, des données scientifiques, aller faire des enquêtes terrain, des analyses, rencontrer des personnes, faire des entretiens. Et ce qui est intéressant aussi souvent, c'est que les mots ne sont pas les mêmes. Typiquement, quand on est sur un profil plus de recherche, on va parler d'enquête. Quand on est sur un profil plus création d'entreprise, start-up, on parle d'interview client. Donc, ça veut dire exactement la même chose. Hein. Mais il y a aussi une question, je trouve, les mots sont importants. Donc, justement, cet étudiant-là, l'agent, il a eu un peu de mal aussi au départ à se mettre dans le dispositif Pépite parce qu'il y a certains termes qu'on utilisait aussi dans la formation et l'accompagnement qui n'étaient pas forcément dans sa culture et dans son jargon aussi de doctorant. Du coup, ça peut être aussi des fois problématique, mais en fait, il m'a dit, mais c'est exactement la même chose en fait. La méthodologie de projet que nous, on apprend du coup dans notre travail de recherche, c'est ce qu'on nous demande en fait dans l'entrepreneuriat. Après, là où il n'y avait pas forcément de compétences, c'était plutôt sur la partie justement qui on va avoir pour faire un dépôt de brevet, pour déposer son idée, déposer son prototype. Comment je fais pour me faire financer mon projet? Jean, du coup, il a été lauréat d'une bourse de recherche et aussi en lien avec la Fondation Rennes et une banque pour développer son projet. Il a été lauréat aussi d'un prix qui s'appelle le prix Pépite. Le prix Pépite, d'ailleurs, si vous voulez assister, donc il y a la remise des prix ce soir. Donc, on l'a aussi accompagné sur la partie financière. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup je trouve, de similitudes. Et moi, dans l'accompagnement, ce que j'ai pu remarquer, c'est que on n'en a pas accompagné beaucoup des doctorants pour l'instant à Pépite, mais parmi ceux qu'on a accompagnés, déjà, ils ont tous créé. Ils avaient du coup, on va dire, une longueur d'avance parce qu'ils avaient vraiment bien travaillé sur l'identification du problème, du besoin et qu'ils connaissaient bien leur champ d'activité. C'est pas le cas de tout le monde quand on veut entreprendre. Des fois, il y en a, ils vont avoir beaucoup la partie business. Par exemple, je sais pas, ils veulent vendre des chaussettes à base de produits recyclés. Ils savent très bien la partie marketing, mais par contre, le domaine du recyclage et du vêtement, ça, ils connaissent moins. Et ça, c'est compliqué quand on veut entreprendre parce qu'il faut à la fois avoir ces deux aspects-là. Donc voilà, c'était un exemple aussi pour illustrer. Je ne sais pas du coup si vous avez des questions par rapport à tout ça, votre retour. J'essaye de ne pas trop mobiliser la parole parce que du coup, il faut Oui, attention Barbara, parce qu'on est censé finir la session avec toi à 11h15, si je ne m'abuse. Avant de donner la parole à Yvonique David, responsable de la participation chez Southwest Valorisation. Eh ben, c'est parfait, du coup, ça laisse 7 minutes de questions. Donc, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, hein, vraiment, c'est un atelier, donc il ne faut pas hésiter à prendre la parole à travers le chat ou surtout à travers le système de questions et réponses de Zoom. Faites-le, posez des questions, des remarques. Moi, j'avais une première question sur le système des étudiants entrepreneurs. Barbara, est-ce que tu en vois beaucoup, vraiment, hein, sur une année, par exemple? C'est combien de doctorants qui viennent te voir? Est-ce que c'est un vrai succès ou est-ce que ça reste encore un dispositif méconnu des jeunes chercheurs? Alors, je pense que c'est un dispositif méconnu. On n'en voit pas. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, on avait 77 étudiants entrepreneurs qui avaient le statut l'année dernière sur le campus de Rennes. On n'avait pas de… Ah si, on en avait un qui était doctorant, donc en sciences humaines et comportementales, et qui, lui, du coup, voulait créer un cabinet de conseil autour de ça.
Non, on n'en parle pas beaucoup. Alors, je sais notamment que cet étudiant-là, bon, c'est dommage qu'il ne pouvait pas être présent aujourd'hui, sinon j'aurais bien fait témoigner. Mais du coup, voilà, il trouvait qu'on n'en parlait pas assez, que ce n'était pas assez connu. Et il avait été invité par une radio pour en parler. Et parce que je pense aussi qu'il y a une problématique, alors à la fois des directeurs de thèse qui pensent que ce n'est pas forcément compatible. Un souci aussi, ça a déjà été le cas, que, par exemple, je n'ose pas en parler à mon directeur de thèse, que du coup j'ai ce projet-là et que j'aimerais bien le développer. Donc, est-ce que c'est possible ou pas? Donc, nous, on est là aussi, voilà, en tant que pépite, pour être un peu médiateur et puis faire le lien aussi avec les enseignants. On a des questions, d'accord. Ouais, le fait que ça prend beaucoup de temps aussi. Alors, les questions. Alors, accompagnez-vous. Alors d'abord, est-ce que les gens que vous citiez, les gens que tu citais, Barbara, est-ce que ce sont des gens qui sont partis tout seuls ou est-ce qu'ils sont partis avec déjà une équipe, même embryonnaire? Alors, Jean, donc, le premier, il n'est pas parti. Donc, par rapport à son projet de recherche, il était plusieurs, mais après, il a créé seul. Christopher, donc lui, il n'a pas créé, mais il était seul. Après, ça, c'est plutôt un constat global. Nous, parmi ceux qui créent, souvent, c'est ceux qui sont plusieurs. Mais parce que ils n'ont pas forcément tous les aspects de la création d'entreprise. Donc, souvent, c'est vrai qu'ils créent plusieurs. Après, donc, on avait accompagné vous à la création d'entreprises sociales en ESS. Oui, on accompagne. Alors, surtout, on est en lien, si vous voulez, nous, on connaît un peu tout le monde. Donc, on s'est orienté vers les bons acteurs. Notamment, on travaille avec les tags. Les tags, c'est les incubateurs au niveau du territoire en Bretagne qui sont spécialisés dans l'économie sociale et solidaire. Question sur le doctorat de Juliette. Le doctorat prend beaucoup de temps. Difficile d'allier doctorat et projet d'entrepreneuriat en même temps, je pense. Comment est-ce qu'on peut faire quand on est en thèse, qu'on a une petite idée, mais on considère qu'on n'a pas le temps finalement d'y consacrer du temps, alors qu'il faudrait y passer déjà un peu de temps avant la fin de la thèse? Alors, le statut étudiant entrepreneur peut se faire en plusieurs fois, en plusieurs années. C'est un accompagnement qui peut être renouvelable. J'aurais tendance à dire que si on a déjà donc, en tête cette idée d'entreprendre, on peut demander le statut la première année et on va assister à quelques événements, avoir un tuteur, on va un peu faire mûrir l'idée, mais on ne va pas beaucoup s'investir, on va dire, dans le développement de notre idée. Et après, une fois qu'on a fini du coup sa thèse, on a soutenu, et ben là, on peut demander du coup le statut étudiant pour redevenir étudiant pour développer son propre projet. Donc, on peut entrer, pour répondre à la question de Pascal, on peut entrer dans le dispositif étudiant-entrepreneur après avoir soutenu sa thèse. C'est ça. Et Xavier nous fait remarquer que Mouvensi de Pierre Plantard, qui était en table ronde ce matin, a été accompagné par Pépite et a été un lauréat national. Anaïs demande comment faire si on a un projet pour monter une start-up, mais qu'il nous faut beaucoup de matériel, un local, et que ça demande beaucoup d'argent et du personnel. Ah, oui, on ne peut pas commencer tout de suite avec 1 million d'euros sur la table et puis boum, sauf si on a hérité ou qu'on a gagné l'auto. Alors non, Anaïs, par contre, souvent ce qu'on dit, c'est qu'il faut développer déjà un minimum via le produit, donc un petit prototype déjà, avec pas forcément beaucoup d'argent pour déjà tester l'intérêt du projet. Et après, voilà, si il y a un engouement autour du projet, c'est plus facile aussi de convaincre des financeurs ou des partenaires. Dropbox, quand ça s'est créé, il a fait une vidéo de présentation de ce que pouvait être Dropbox avant de lever des fonds. Donc, des fois, Barbara, on peut rappeler ce que c'est qu'un minimum viable product, parce que tu as présenté ça de manière très simple, très rapide, je veux dire. Mais après tout le monde ne sait pas ce que c'est. On va dire que c'est le service minimum ou le prototype minimum que votre projet peut proposer. Ça va être, par exemple, je vais donner un exemple très concret. Je veux créer une boutique je veux vendre des savons. Voilà, je veux créer une boutique de savons. Avant d'ouvrir ma boutique et d'avoir mon bail commercial, ça coûte cher. Peut-être que je vais louer une boutique pendant les fêtes de Noël pendant 2 semaines, avoir une boutique éphémère. Et ça, du coup, ça va donner un premier aperçu de ce que pourrait être mon projet. C'est un très bon exemple. Steven nous fait remarquer que quand on n'a pas le choix, le temps, puisque c'était la question posée par Anaïs, on le trouve, le temps. N'étant pas financé par ma thèse, j'avais le choix entre créer mon entreprise et trouver du travail, et j'ai choisi la première solution. Et alors, Steven, ça se passe bien?
Richard nous demande comment les pépites peuvent aider les doctorants étrangers en France. Oui, ça c'est une vraie question sur qu'on n'a pas forcément à l'heure actuelle de ressources, je trouve, aussi qui existent par rapport à ça. Donc on essaye, alors déjà, même nous au sein de l'équipe pédagogique, de se former en anglais pour aussi échanger plus facilement. Et après, c'est pareil de les mettre en contact avec, par exemple, les chambres de commerce et de l'industrie qui vont être aussi plus à même de les renseigner. Mais c'est compliqué d'entreprendre en étant aussi étudiant étranger en France. Steven nous répond que ça se passe pas mal de son côté, mais malgré tout, il y a le Covid-19 qui On veut savoir le projet de Steven. Je lui ai demandé. Il ne m'a pas encore répondu. Anaïs, peut-on créer une start-up de recherche avec une finalité clinique? Ce n'est pas un objet ni un service. Alors là, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Donc, est-ce qu'on peut créer une entreprise à finalité clinique, même si on ne propose pas d'objet ni un service? Ça dépend ce qu'on propose. C'est vrai que je ne comprends pas trop la question. Mais peu importe les fins, en fait, Pour venir, moi j'ai une autre question. Pour venir éventuellement solliciter le statut doctorant, le statut docteur entrepreneur, pardon, le structure étudiant-entrepreneur, il ne faut pas les confondre. Pour venir à toi, Barbara, il faut venir avec quoi sous le bras? Un dossier complet, des images, un business plan ou des choses moins épaisses, moins complètes? Qu'est-ce que tu demandes, toi, en premier rendez-vous? Non, nous, on est vraiment… Alors déjà, vous n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour déjà échanger autour de votre projet. Le statut étudiant-entrepreneur, on n'est pas là pour juger le projet. On ne sera jamais là pour juger la pertinence du projet. Le premier, on va dire, élément, c'est la motivation et l'envie et l'engagement qu'on souhaite y mettre parce que derrière ça, en fait, nous, on mobilise beaucoup de professionnels, des bénévoles. Il faut savoir que tous les tuteurs, c'est des gens bénévoles. Donc, on veut aussi des gens qui ont envie vraiment de s'impliquer et de développer leur projet. Donc, voilà, je dirais de la motivation et de l'engagement. Et après, si le projet ne se crée pas, ce n'est pas grave. L'important, c'est de comprendre pourquoi et d'avoir eu les clés pour le tester. Steven nous dit, je suis dans un domaine, puisqu'il a créé sa boîte, lui, qui n'a presque rien à voir avec ma thèse de musicologie, c'est ce qu'il a fait, et il fait une entreprise de photographie. Avant de donner la parole à Yvonique David, puisque s'il est déjà le temps de s'arrêter bientôt, est-ce qu'il y a un conseil à donner sur comment dirais-je, les qualités qu'on a acquises au cours du doctorat? Je ne parle pas de l'expertise technique, justement, pour faire écho à la remarque de Steven, qu'on peut facilement utiliser dans le cadre de sa création d'entreprise. Est-ce qu'il y a des skills qu'on développe qui sont vraiment très utiles et qu'on doit justement encourager d'avoir et cultiver? Je dirais la prise d'initiative et l'autonomie, parce que souvent, je pense que voilà, quand on est un peu sur sa thèse, son projet de recherche, des fois, ça peut être un peu difficile de se motiver tous les jours. Il faut quand même se fixer des objectifs, un peu un planning. Et du coup, le fait d'être très autonome vis-à-vis de son travail de recherche, c'est une compétence importante quand on veut entreprendre, parce qu'on va se retrouver dans le même cas de figure. Voilà, c'est pas comme aller au boulot tous les matins où il y a le patron qui est là et qui vous attend pour arriver à l'heure. Donc, je dirais la prise d'initiative, l'autonomie et aussi peut-être une des compétences que les doctorants peuvent développer, je dirais l'empathie. L'empathie parce que souvent, quand on veut développer un projet, il faut beaucoup être à l'écoute de nos clients et entendre ce qu'ils ont à dire. Et la capacité d'écoute et d'analyse, c'est une capacité, je trouve, quand on est en projet de recherche, qu'on doit développer. Il est 11h19, donc on va s'arrêter pour cette première partie d'atelier. Merci beaucoup, Barbara. Je crois que tu dois partir à 11h30. Donc, si tu as un impératif, n'hésite pas à y aller. Mais si tu peux rester, tu es bien sûr la bienvenue. Je voudrais donner la parole tout de suite à Yvonique David. Je rappelle qu'il est responsable des participations à la SAT Ouest Valorisation. Et je vous donne tout de suite la parole, Yvonique. Oui, bonjour à vous tous. Alors moi aussi, j'ai quelques planches là qui peuvent être présentées pour soutenir un petit peu mon propos. Et la première planche, en fait, c'est peut-être aussi de vous informer un petit peu ce qu'est la SAT. Alors juste par rapport aussi à mon profil, moi-même, j'ai été entrepreneur dans le passé, donc je connais un petit peu le sujet aussi par
l'avoir fait. Learning by doing, comme on dit. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez en fait la présentation? Pas forcément, c'est pas le bon écran. Si, on voit la présentation. Sauf que moi, je ne la vois pas, mais c'est pas grave. Il faut juste la mettre en… Voilà. Voilà. Ça vous va comme ça? Super. Bon, écoutez, 3 petits mots pour introduire la SAD. Donc, nous sommes une structure en fait chargée de valoriser des résultats de recherche qui sont issus de la recherche universitaire en particulier, dont l'Université de Rennes, enfin la plupart des entités universitaires de Bretagne. Et donc, à ce titre-là, en fait, on va travailler sur trois segments. Un premier segment qui est de transférer en fait les résultats de ces recherches via des licences ou des brevets, qui sont caractérisés par des licences ou des brevets vers l'industrie ou d'ailleurs la création de start-up, de faciliter aussi des liens de collaboration entre les établissements de recherche et le secteur privé, et puis bien évidemment de détecter ce qui peut être source de transfert au niveau des laboratoires de recherche, en particulier dans le cadre des travaux scientifiques qui sont conduits, dont plus spécifiquement des travaux de thèse. Alors, par rapport aux propos de Barbara qui évoquait un petit peu le rôle de Pépite dans ce que j'appellerais moi l'acculturation et l'accompagnement un petit peu à la réflexion d'une opportunité d'entrepreneuriat au sens large, c'est-à-dire qu'elle se soit issue ou pas de travaux de recherche et quels que soient les domaines qui peuvent être concernés, nous, on va être plus spécifiquement impliqués dans un accompagnement à l'entrepreneuriat au titre de cette composante de valorisation que j'évoquais, puisqu'il y a bien deux approches. Hein. Une approche qui consiste à faire des licences ou des transferts auprès de structures existantes, et une autre approche qui consiste en fait à développer une création d'entreprise à partir de ces travaux de recherche. Donc nous, on va plutôt être dans ce segment-là, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une source scientifique ou technologique à l'origine d'un projet de création d'entreprise. Donc ça, c'est un point important. Et le deuxième point important aussi, c'est qu'on est plutôt dans un domaine très technologique, ce qu'on appelle le deep tech, enfin qui a vraiment un fondamental scientifique ou technologique très affirmé et qui peut conduire éventuellement à une offre de produits ou services, mais via, je dirais, une forte intensité de recherche ou de développement suite à la recherche, et souvent mobilisatrice aussi de beaucoup de moyens financiers. Donc, on est vraiment dans un segment très particulier, et évidemment, il n'est pas du tout, il est complémentaire, enfin, il s'inscrit un petit peu dans ce que peut être fait en amont dans le cadre de Pépite, mais évidemment, il va être beaucoup plus opérationnel dans sa mise en œuvre. Donc, pour revenir un petit peu à ce que peut être l'entrepreneuriat après un doctorat ou la réflexion à l'entrepreneuriat pendant un doctorat dans le cadre de ces activités de recherche, évidemment, il y a un certain nombre d'ingrédients qui sont nécessaires. Et le premier, qui est la condition d'entrée, c'est qu'il faut qu'il y ait un actif scientifique ou un technologique qui soit transférable. Et pour nous, la SAT n'agira que si cet actif est caractérisé et s'il a fait l'objet d'une protection, puisqu'en fait, on va s'intéresser à la barrière qui va être possible parce que cet actif-là a été protégé. Donc ça, c'est le premier point. Et j'ai vu dans les questionnements là, des participants qu'effectivement, donc on est dans cette logique de pouvoir suggérer ou proposer en tout cas ou accompagner un projet de création dès lors qu'il y a un actif identifié dans le cadre des travaux de recherche qui serait créé ou qui serait en tout cas en cours de création dans le cadre du doctorat. Donc on va évidemment être partie prenante dans sa détection, dans l'évaluation aussi de sa maturité, de ce que peut être cet actif, et puis évidemment de tout ce qui peut être sa protection. La deuxième chose, et qui est importante et dans laquelle aussi, enfin je rebondis sur ce qu'évoquait Barbara dans la réflexion et la démarche intellectuelle nécessaire, c'est qu'il faut évidemment dépasser le cap de la technologie et s'intéresser à quoi ça peut servir. Quel est le problème quel est le problème à résoudre? Quelle est l'opportunité qui peut être rendue au niveau des acteurs économiques? Quelle est l'innovation qui peut être créée à partir de l'invention qui aura pu être déposée? Ça, c'est très important parce que vous qui êtes doctorant, vous avez plutôt une démarche scientifique qui est portée en fait sur une problématique technologique ou scientifique. Et là, il faut changer un petit peu de logiciel. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser en fait à la manière dont cet élément-là, cet aspect technologique ou scientifique, peut être source d'innovation, mais d'innovation au niveau d'un produit ou d'un service.
et évidemment où là, il y aurait éventuellement une demande ou un problème à résoudre. Un autre point aussi important, c'est qu'effectivement, une création d'entreprise, et je voyais les commentaires passer là sur la notion un petit peu de moyens financiers, et évidemment, il y a une dimension économique, et il faut qu'on ait une capacité à rendre la structure pérenne. Donc, il y a toute une réflexion sur le business model et le business plan qui doit s'accompagner dans l'émergence du projet. Un autre point, et là encore, ça rejoint un certain nombre de questions qui ont été émises là, lors de la présentation de Barbara, c'est que, en fait, une création d'entreprise, c'est effectivement une formidable expérience, c'est, je dirais, très enrichissant, très riche à titre personnel, mais ça ne peut réussir que si effectivement il y a une bonne complémentarité dans l'équipe de toutes les compétences, toutes les expertises qui sont nécessaires pour que le projet aboutisse. Et donc, une création d'entreprise sur la base d'une seule personne, ça peut dans certains domaines s'envisager. Dans d'autres, comme les nôtres en particulier, là où il y a une forte intensité technologique, mais aussi une réflexion marché et une réflexion, je dirais, de service ou d'innovation importante à développer, souvent on constate qu'il faut avoir des compétences complémentaires. La compétence technique ou la compétence scientifique que peut apporter un doctorant est certainement un ingrédient nécessaire, mais pas toujours suffisant. Et c'est pour ça qu'il faut aussi s'attacher à s'assurer qu'on est bien, soit on est bien entouré, soit on a une capacité à mobiliser des compétences complémentaires pour que son projet aboutisse. Et enfin, évidemment, il faut un accompagnement approprié, donc Barbara aussi l'évoquait, dans la structuration du projet, dans son incubation, dans son financement. Donc nous, en fait, au niveau de la SAT, on peut agir à ces différents niveaux, seul ou en partenariat avec des structures comme Pépite, mais aussi avec des incubateurs, avec des financeurs, avec un certain nombre d'acteurs de ce qu'on appelle l'écosystème entrepreneurial et qui sont là pour guider, accompagner, tutorer, mentorer l'ensemble des opportunités, des perspectives qui peuvent se déclencher dans le cadre de ce que pourrait être votre velléité d'entrepreneuriat. Donc, dans la partie active scientifique et technologique, là, évidemment, nous avons, je dirais, l'artillerie lourde, c'est-à-dire qu'on est capable de vous accompagner dans tout ce qui va être modalité juridique et économique liée à des dépôts de brevets, concession de licences, caractérisation de ces licences, possibilité de transfert aussi de cet actif vers l'entreprise que vous souhaitez créer, parce qu'il y a un point important quand même que vous avez sans doute à l'esprit, mais c'est que ce que vous créez dans le cadre de votre thèse ne vous appartient pas. Il appartient au laboratoire, et donc si vous souhaitez en fait créer une entreprise à partir de ces résultats ou ces travaux de votre thèse ou de votre doctorat, eh bien, il faudra mettre en place un accord de concession de licence ou de concession de brevet qui va vous permettre d'exploiter ensuite cet actif. Donc ça, c'est un point important et la SAT est là pour vous accompagner à la fois au niveau de votre activité scientifique dans le laboratoire, mais aussi au niveau du transfert. En ce qui concerne l'idée de produits et de services, évidemment là, nous, on peut aussi vous accompagner par du financement qui permet de mûrir, de maturer en fait votre technologie pour qu'elle devienne à un degré, disons, de service suffisant ou de produit suffisant pour que ça se matérialise dans une innovation, produit ou service que vous souhaiteriez développer dans votre entreprise. Ça, c'est très important parce que nous disposons de budgets qui peuvent être alloués et qui peuvent vous accompagner dans cette émergence et vous faciliter le travail jusqu'à ce que vous puissiez effectivement voler de votre propre aide et puis avoir votre propre structure de R&D. Dans ce qui concerne le business et le business model et business plan, là, évidemment, on va être acteur d'un accompagnement dans cette préqualification, sachant qu'évidemment, la phase d'incubation complétera en fait cette qualification. Mais ce qu'on veut simplement évoquer là, c'est qu'il est fondamental de s'intéresser à l'intérêt économique et à la capacité de soutenir cet intérêt économique dans le temps le plus tôt possible dans le cadre de votre projet, parce que sinon, ce n'est pas la peine de constituer une équipe si derrière, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de perspective de valorisation financière, valorisation économique, et vous ne trouverez pas les financements. Donc là, sur l'équipe entreprenante, on a aussi des possibilités de mettre en relation un certain nombre de compétences ou d'expertise avec le projet lors de sa phase de maturation. Et puis l'accompagnement approprié, ça c'est fondamental. Barbara en a parlé. Beaucoup d'acteurs dans l'écosystème peuvent vous accompagner et en particulier sur aussi l'accès à du financement parce que comme je vous l'évoquais, nous sommes spécialisés dans des projets plutôt deep tech qui sont généralement
très consommateurs de ressources financières. Et évidemment, sauf si vous avez gagné au loto, vous ne les avez pas. Donc, il faut qu'on puisse mettre en place des dispositifs vous permettant de bénéficier de cet accompagnement financier, ce qu'on appelle du financement d'amorçage en particulier, mais toutes les subventions et autres aides que vous pourriez bénéficier dans le cadre de ce projet. Donc, on est là pour faire tout ça et vous mettre en lien ou vous accompagner au travers de l'écosystème entrepreneurial de votre structure. Alors, j'en profite pour terminer ce propos introductif par mentionner un AMI, c'est-à-dire un appel à manifestation d'intérêt qu'on a en cours et qui justement est là pour détecter des sources d'opportunités de création d'entreprise à partir d'actifs ou à partir de réflexions que vous, en tant que jeune doctorant, auriez à l'esprit. Donc, c'est pour susciter en tout cas l'émergence de projets. Et il est encore ouvert, il est ouvert jusqu'au 30 octobre. Donc, si certains d'entre vous qui participez à ce webinaire est intéressé, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site et à venir voir dans les détails. On est là dans une démarche bienveillante et de réflexion avec vous. Ensuite, si ça peut ou pas donner lieu à des actions supplémentaires que celles que j'évoquais, en particulier en termes de budget de maturation, eh bien, on y répondra évidemment avec un intérêt certain. Et puis, ça s'inscrit aussi dans une réflexion plus nationale qui s'appelle le ePhD. Donc, je vous conseille aussi de vous renseigner. C'est une initiative de BPI qui, en fait, est suscitée par le ministère de la Recherche pour justement inciter les doctorants à s'intéresser à leurs travaux et à la valorisation de leurs travaux dans le cadre d'une démarche d'entrepreneuriat. Donc, pour finir, l'entrepreneuriat, c'est une expérience formidable, c'est accessible, mais c'est une expérience qui doit être sérieuse aussi, qui doit être conduite avec sérieux, d'où l'intérêt et d'où toute l'implication que tout l'écosystème peut vous apporter et tous les services que vous pourrez trouver et les bénéfices que vous pourrez trouver à être bien accompagnés dans cette réflexion-là. Donc, si vous avez des velléités de vous engager dans cette démarche, ben, n'hésitez pas, c'est possible. Rien n'est impossible, en tout cas, tant qu'on n'a pas essayé. Et donc, on a beaucoup d'expériences, en tout cas, de structures qui se sont créées à partir de doctorants. Nous avons, nous, à la SAT, à peu près une dizaine de créations d'entreprises par an. Et on est à peu près à un taux de 20% de ces créations d'entreprises qui sont faites à partir de jeunes docteurs ou de doctorants qui se sont intéressés aux résultats de leur recherche. Donc, vous voyez que les opportunités sont là et à vous d'y réfléchir et à nous de vous accompagner dans cette réflexion pour les caractériser. Et donc, merci beaucoup, Yvonique. Vos questions. Merci beaucoup. Vous pouvez, merci mille fois, Yvonique David, responsable des participations à la SAT Ouest Valorisation. Merci de ce brief très complet. Moi, j'ai trouvé très didactique et très simple. Évidemment, ça suscite pas mal de questions. Moi, j'en ai plein, c'est normal. C'est mon métier de poser des questions. Mais vous, peut-être, qui assistez à cet atelier, Anaïs, Clément, Dan, Dorian, Eljanati, Johan, Juliette, Laetitia, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ce sera avec grand plaisir qu'on y répondra. Barbara Prudhomme a dû nous quitter parce qu'elle avait une contrainte, mais on est toujours avec Yvonique. Sarah, Simon, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, j'ai une question qui est très importante, qui revient sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure à propos du fait qu'on n'était pas possesseur de ces travaux de recherche menés au cours de sa thèse. Or, bien souvent, quand on fait sa thèse, on a des idées qui nous poussent, qui sont peut-être même un peu des pas de côté par rapport à son travail de recherche fondamentale. On peut avoir une petite techno qu'on développe dans le cadre de sa recherche menée, qui ne fait pas l'objet de sa thèse, mais qui est par exemple un dispositif technique mis en place, inventé pour faire avancer le travail principal, ou bien au contraire, on a des données qui sont très importantes, très intéressantes, on a des techniques, des méthodes, bref, des choses qui sont un peu méta par rapport à la recherche. Je dirais, jusqu'où n'est-on pas justement propriétaire de sa recherche? Yvonique David. Oui, alors j'aimerais bien couper mon écran, mais je ne sais pas comment faire. Bien couper votre écran? Il faut que vous arrêtiez de partager votre écran, en fait. Ah oui, mais justement, je ne vois plus le menu. Ah. J'ai 50 écrans devant moi. Là, et, voilà. Je vous ai enlevé la possibilité de partager votre écran. Super, bon, c'est mieux comme ça. Parce que, cela dit, voilà, super, voilà. Ouais. Bon, oui, alors ça c'est souvent un sujet un petit peu
un sujet délicat vis-à-vis des doctorants. Ils ne sont pas toujours conscients, enfin, vous n'êtes pas toujours conscient qu'en fait, tous les travaux que vous conduisez pendant votre thèse ne vous appartiennent pas, mais appartiennent en fait à l'établissement dans lesquels vous faites votre doctorat. Je ne dis pas que des doctorants ne peuvent pas créer leur entreprise à partir d'une réflexion ou de travaux qu'ils auraient conduits en dehors de leur thèse. Il s'agit bien là d'une création d'entreprise qui pourrait s'envisager à partir d'actifs scientifiques, d'actifs technologiques que vous auriez développés ou dans lesquels vous auriez contribué, pour lesquels vous auriez contribué pendant votre thèse. Et donc, c'est important qu'effectivement vous ayez ça à l'esprit parce que évidemment, dans la mesure où votre doctorat a été financé par un établissement académique, eh bien, il aura l'intention de retrouver un certain retour sur investissement si par hasard une société se crée, d'où ce qu'on appelle, nous, des contrats de cession, de licence, de brevets, etc., qui pourront être associés à la création de votre entreprise et qui constitueront des actifs, un actif immatériel, dans le cadre de votre entreprise. Alors, ça fait l'objet de négociations. C'est évidemment la manière dont ça va être traité d'un point de vue économique. Ça va être très dépendant de l'investissement en fait qui aura été consacré. Et comme je vous l'ai évoqué aussi, comme on peut accompagner votre projet avec de la maturation, c'est-à-dire qu'on peut remettre de l'argent au pot, pour être simpliste un peu dans mon propos, pour vous aider en fait à mûrir votre projet. Et bien, cet argent qu'on va remettre au pot, on ne va pas vous le demander en cash, mais on va vous dire, eh bien, ça fait partie aussi des choses qu'il faudra nous refinancer un jour si votre projet aboutit. Donc, tout cet ensemble-là constitue en fait une enveloppe économique sur laquelle, donc, on va construire en fait un schéma de retour sur investissement, de retour économique, et qui va vous permettre d'exploiter et de développer votre société. Donc, rassurez-vous, on ne va pas vous prendre à la gorge quand vous allez créer votre entreprise parce que vous avez le souhait de la créer à partir d'un actif qui sera transféré d'établissement universitaire, mais on va mettre en place une modalité économique qui nous permettra, si vous réussissez dans le cadre de la création de votre projet, d'avoir un retour sur investissement qui viendra compenser en fait cet apport financier qu'on aura fait, que ce soit pendant votre thèse ou lors d'un financement d'un programme qui va vous permettre de cristalliser un peu l'offre de produits ou de services que vous voudriez voir développer. Très bonne question posée par Emmanuel Pinsec, participante à cet atelier. Est-ce que l'université ou le laboratoire est propriétaire de nos travaux si on a autofinancé notre thèse? C'est-à-dire, je suis jeune chercheuse ou jeune chercheur et je n'ai pas de contrat doctoral. Alors là encore, il y a deux choses. Le fait que vous ayez financé votre thèse, c'est-à-dire que je suppose que ce que vous êtes en train de mentionner, c'est que vous n'êtes pas employé par l'université. Je pense que c'est ça ce qu'elle dit, oui. D'accord. Alors écoutez, sur ce point-là spécifique, qui est très rare à mon avis en France, mais c'est peut-être… pas si rare que ça en SHS, je le crains. Ah oui, alors peut-être pas en SHS. Alors là, j'avoue que je ne suis pas forcément en mesure de vous répondre spécifiquement, mais c'est bon, on pourra… Envoyez-moi un petit courriel et puis je pourrais vous donner la réponse. Je ne peux pas vous confirmer aujourd'hui si vous êtes ou pas dans ce cadre-là. Emmanuel répond qu'elle a travaillé effectivement tout au long de sa thèse SHS pour la financer. C'est une question très spécifique, effectivement, et vous pouvez entrer en contact avec la SATT, West Valorisation, pour tout simplement en savoir plus. Il faut bien rappeler une chose, c'est que, je parle sous votre contrôle, Yvonique, même si vous êtes spécialisé sur les questions de deep tech, quelle que soit sa discipline, on peut créer sa boîte. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être détenteur d'une hyper techno, d'avoir trouvé un algorithme en intelligence artificielle pendant sa thèse, hyper technique pour se lancer dans la création d'entreprise. On peut, par exemple, être historien au gré de sa recherche sur je ne sais quel personnage historique, avoir développé une méthodologie spécifique qui pourrait être, par exemple, je dis n'importe quoi, appliquée de manière transverse et donner lieu à la création d'un business. En fait, il faut ouvrir un petit peu… oui, le champ des possibles est très large. Pour être plus concret, on a actuellement une réflexion sur un projet dans le domaine juridique où en fait, il ne s'agit pas de… En fait, la création d'entreprise, ça concerne la constitution d'une base de données juridique avec des mécaniques d'exploration et comment dire, de traduction en fait de dispositions juridiques de manière automatisée avec implication de l'intelligence artificielle. On voit bien qu'en fait, on est en train de réunir deux mondes, un monde du juridique qui est voilà, un certain nombre de formalisme, etc. Et puis un monde du numérique qui est une interprétation, ce qu'on appelle nous d'analyse sémantique, big data, etc. pour pouvoir ensuite restituer
restitue une conclusion de manière un peu plus automatisée grâce à l'intelligence artificielle. Donc voilà, on voit bien que un projet, c'est parfois aussi la capacité à conjuguer différentes expertises. Et la personne qui est venue vers nous, elle est venue via le biais juridique, mais en fait, ce que nous, on est en train d'étudier avec elle, c'est la manière dont on peut apporter cette fois-ci de la technologie en intelligence artificielle, big data, analyse sémantique, pour que justement son projet puisse émerger et avoir toute sa pertinence. Est-ce qu'il y a un beau moment pour aller vous voir, Yvonique David? Je pense qu'à partir du moment où il y a une idée qui émerge, il ne faut pas hésiter à nous en parler. D'ailleurs, cette AMI-là est là aussi pour ça, c'est-à-dire qu'on souhaite qu'il n'y ait pas de barrière en fait, à susciter au moins une première réflexion. Indépendamment d'ailleurs de ce qui aura pu ou pas être engagé avec le directeur de laboratoire, je peux comprendre aussi les réticences des doctorants qui se disent j'ai ma thèse, mon directeur va peut-être mal prendre la chose. Enfin bon, on peut concevoir qu'effectivement, ce n'est pas simple au début de se dire bon, est-ce que je commence cette réflexion, est-ce que j'initie cette réflexion? N'hésitez pas, on est là pour ça. Il y a plein de structures autour de vous qui de toute façon seront disposées à vous accompagner. Nous essayons en tout cas, nous, d'en faire la promotion le plus en amont possible et ne serait-ce que par ce type de démarche, l'AMI. D'ailleurs, je rappelle que cette démarche, elle est conjointement conduite par nous, par le pôle doctoral, c'est-à-dire l'entité doctorale dans laquelle vous pouvez ou pas être, hébergé, et ainsi que Pépite, et ainsi que l'incubateur public du secteur, enfin du territoire, qui est le pôle. Donc, vous voyez que vous avez tout de suite une écoute bienveillante, c'est ce que j'ai utilisé d'ailleurs comme terme, hein, on est vraiment dans une démarche d'écoute bienveillante. N'hésitez pas, on ne vous dira pas que votre projet est stupide. On est là pour vous aider justement à mieux le penser, mieux le cristalliser. Et puis, pourquoi pas, si effectivement il y a opportunité, eh bien, à vous mettre les dispositifs, à vous accompagner dans la démarche qui permettra d'aller plus loin. Si vous avez des questions à poser à Yvonique David, n'hésitez pas à le faire. Il nous reste quelques toutes petites minutes avant, j'allais dire, de rendre l'antenne. Merci encore une fois, Yvonique, d'avoir accepté de nous présenter en quelques mots le travail de la SAT. Moi, j'ai une question qui est un petit peu parallèle, mais qui concerne directement notre sujet quand même. Il y a beaucoup de structures accompagnantes en France. Il y a des étages, parfois on parle d'écheveaux même, hein, c'est-à-dire que ça se croise beaucoup entre la SAT, l'ITER, tel et tel réseau, tel ou tel au niveau territorial, national, etc. Qu'est-ce que vous diriez à celles et ceux qui veulent essayer de commencer à se repérer dans l'ensemble des aides, l'ensemble des organismes accompagnants? Est-ce qu'il y a un site internet qui les référencerait toutes et tous et en ferait la pédagogie? Est-ce que vous-même, dans le cadre de la SATT, vous présentez en une demi-heure, une heure, vous avez des petits ateliers qui donnent des panoramas globaux? Est-ce que ça existe, ça? Alors, j'aurais une démarche qui est très pragmatique, une démarche en plus qui est liée à mon passé entrepreneurial, commencer par la proximité. C'est-à-dire, et c'est pour ça aussi qu'on a ce webinaire, mettez-vous en lien le plus proche possible de vos structures, enfin mettez-vous en lien avec la structure qui est la plus proche possible de votre domaine d'activité, de votre laboratoire, etc. Et après, ça se constituera, ça se construira de manière naturelle. N'essayez pas trop les approches top-down où vous allez au niveau national et puis vous tentez ensuite de redescendre. Au niveau local, dès que vous avez mis le pied dans une structure qui est associée en fait à toute cette démarche entrepreneuriale, eh bien, elle saura mobiliser les bonnes ressources, elle saura mobiliser les bonnes organisations. Je conclurai d'ailleurs en disant que ce que vous évoquiez, c'est effectivement un problème qui peut être constaté et BPI, enfin le ministère de la Recherche, a mis en place aussi une structuration de l'accompagnement qui permet de fédérer l'ensemble des ressources entre les SAT et en particulier les incubateurs. Ce qui est quand même, je dirais, une avancée notable puisque la SAT, West Valorisation, n'est pas incubateur. On a des collègues qui sont aussi incubateurs, nous ne le sommes pas, mais qui permet justement de fédérer tout ça. Et nous avons, nous, au niveau territorial, nous sommes dans cette volonté de faire travailler l'ensemble des parties prenantes. Et d'autre part aussi, c'est quand même très segmenté. Moi, je vous parle d'un sujet qui est un sujet de deep tech avec une forte intensité technologique. Donc, il y a aussi n'allez pas frapper à la mauvaise porte parce que vous n'avez pas le bon projet. Enfin, vous n'avez pas le projet adapté à cette porte. Donc, là encore, on saura vous aiguiller très, très rapidement là où vous devez aller par rapport à la nature du projet que vous voulez développer.
Une toute dernière question avant de passer à autre chose avec une autre intervenante dans un autre atelier avec Gaël Lezaffre. Question de Pascal. Puis-je consulter la SATT rapidement pour gérer la fin de contrat de travail suite à une CIFRE en SHS? Elle est actuellement en CIFRE, en SHS. Elle a besoin, nous dit-elle, de clarifier les actifs scientifiques potentiels et d'organiser ou de protéger les futurs droits d'exploitation des résultats de mes travaux de thèse entre laboratoire, entreprise et moi. Et oui, car dans une CIFRE, on est trois. Il y a eu un contrat Oui, de alors c'est collaboration. vrai que les chiffres sont un sujet un peu plus complexe parce que là, le doctorant est employé salarié d'une entreprise et que la société, généralement, a une copropriété sur les résultats de la thèse. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu plus complexe. Ce n'est pas impossible, mais il y a une complexité supplémentaire qui est liée à l'entreprise. Alors, oui, bien sûr, vous pouvez nous consulter. Hein. Là encore, n'hésitez pas à revenir vers moi et je ne serai sans doute pas la bonne personne pour vous répondre, mais nous avons les expertises en interne et elles sauront vous répondre. Il est 11h45. Merci beaucoup, Yvonique David, d'avoir participé à cet atelier pour présenter le travail de la SAT. En quelques mots, bien sûr, il s'agissait pour nous de créer un lien entre vous et toutes celles et ceux qui nous regardent. C'est pour nous qu'une première marche vers ce qui peut être un long escalier vers la création d'entreprise. On me demande une adresse mail. Est-ce que je ne conseille pas plutôt d'envoyer vers le formulaire de contact de la SAT? Oui, alors si vous le souhaitez, mais je crois l'avoir mentionné dans le premier slide de ma présentation, c'est yvonique.david@west-valorisation.fr. yvonique.david@westvalorisation. West-valorisation. West-valorisation.fr. Voilà. Voilà. Steven nous dit merci. Et moi, je remercie vraiment tout le monde. Rukia, Sarah, Steven, Xavier, Anaïs, Clément, Dorian, Éléonore, etc., etc. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce webinaire d'1 heure. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous aura donné des idées pour vous lancer ou pas, mais en tout cas pour regarder de près et de façon attentive la question de la création d'entreprise quand on est docteur.